du rejet dans la pensée traditionnelle et conservatrice des aristocrates romains, du rejet de manière générale de tout ce qui relève de l'Orient, de tout ce qui relève de la luxuria, de la débauche de l'Orient. Et les épices et les substances aromatiques, les substances parfumées, tout ce qui relève en réalité du plaisir du corps, on va dire, est rejeté de manière... Par les vieux Romains. Oui, par les vieux Romains. On a ça chez Pline, on a ça chez Sénèque. Oui, mais les vieux Romains, ils ne durent pas si longtemps que ça, parce que à partir du 1er siècle, Apicius arrive avec son De Recoquinaria. Donc à partir de ce moment-là, on va acclimater les aromates à la cuisine romaine, et les vieux Romains, ils vont continuer à manger ce qu'ils mangeaient auparavant, mais on va changer le régime alimentaire. Oui, mais là, on a vraiment deux pensées. On a vraiment deux courants chez les Romains. On a effectivement ce courant conservateur qui essaie, tant bien que mal d'ailleurs, parce que ça n'aura pas grand effet, mais tant bien que mal de s'opposer à cet hellénisme qui fait entrer l'Orient quelque part à Rome. Comme Sénèque plus tard, qui va s'opposer aux condiments, à tout ce qui peut rajouter quelque chose à la saveur du plat que l'on est en train de déguster, par exemple. Tout à fait, parce que c'est lié au plaisir des sens. Donc pour un philosophe, pour un penseur conservateur, c'est lié au plaisir des sens, et donc forcément il y a quelque chose de contre-nature, dans le sens où la nature n'a pas prévu que l'on ait besoin, par exemple, d'ajouter des épices au plat pour avoir faim, ou qu'on n'a pas besoin d'ajouter de la bonne odeur à un corps pour avoir du désir sexuel pour lui. Donc c'est cette idée que ça vient excéder ce que la nature nous demande, ça vient ajouter quelque chose que la nature ne nous demande pas de faire en réalité. Mais qu'est-ce qui va faire qu'au bout du compte ça va prendre, et que ces vieux Romains vont être battus à plat de couture dans cet empire romain qui va continuer encore pendant 4 siècles, Jean-Christophe Courtille? D'une part, il ne faut pas, je pense, se laisser abuser par l'image que l'on se fait de l'Antiquité à travers la littérature, puisque finalement, ces auteurs qui pourtant constituent pour nous, on va dire, l'essentiel de notre connaissance de l'Antiquité, représentent une infime minorité de la société. Il ne faut pas l'oublier quand même, hein. La société n'était pas faite de ces grands intellectuels, aristocrates, conservateurs, voilà. On peut le voir. Alors par exemple, dans le traité d'Apicius, c'est quelque chose qui apparaît clairement. On voit que il est à la mode, et pas simplement depuis Apicius, dont Apicius on le place généralement au 1er siècle de notre ère. Mais ça fait depuis déjà bien longtemps, depuis au moins plusieurs siècles, qu'on a dans les pratiques culinaires romaines une utilisation massive d'épices et de substances aromatiques. Ça a été simplement relié par les conservateurs à cette opposition anti-hellénistique. Oui, et donc il va y avoir effectivement développement de tout cela, puis peut-être aussi avec l'arrivée de populations qui viennent d'ailleurs et la confrontation avec ces populations qu'on dira barbares, et on pourrait discuter du terme, en tous les cas, de nouvelles odeurs qui vont arriver. On va avoir des odeurs plus fortes, on va même se moquer de ces barbares qui se mettent de la graisse dans les cheveux parce que ça sent trop, ils sont trop forts en l'occurrence par rapport au goût romain. Jean-Christophe Courtille. Oui, là on touche un sujet qui relève en réalité de l'anthropologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de bonne odeur. C'est-à-dire, je suis persuadé que parmi nos auditeurs, on n'arriverait même pas à se mettre d'accord sur ce qui relève d'une bonne odeur ou pas. Certains vont aimer un parfum, d'autres non. Eh bien, il faut bien s'imaginer que ce qui est perçu comme bonne odeur dans l'Antiquité ne le serait pas forcément par nous. Il s'agit certainement d'odeurs qui sont très très fortes et qui nous insupporteraient en réalité. On est quand même dans une société où on évite le plus possible d'avoir des odeurs trop fortes. Ce sont des odeurs quand même qui sont extrêmement fortes, qui sont extrêmement puissantes. On a des odeurs qui sont musquées. On a un fixateur généralement dans les parfums antiques encore aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est de l'alcool. Donc ça contribue à au fait d'être enivré par le parfum. Mais dans l'Antiquité ça n'existe pas. Donc le fixateur est une matière grasse. Une huile, soit de l'huile végétale, donc généralement de l'huile d'olive, mais ça peut être aussi de l'huile, de la graisse animale. Et on peut avoir aussi du musc, donc des substances qui sont quand même extrêmement fortes et qui ont une odeur très forte naturellement, qui en plus vont être mêlées ensuite par macération
au bain-marie à des épices ou des écorces ou des branches qui ont elles-mêmes des odeurs extrêmement puissantes. Donc on peut s'imaginer que ce sont des odeurs qui peut-être pour nous, il faut bien le dire, ne relèveraient pas de bonnes odeurs. Alors on sait qu'il y a des tentatives de refaire de la cuisine médiévale ou de la cuisine antique depuis au moins Jean-Louis Flandrin et ses expériences de platine. C'était donc dans les années 1970 avec son groupe de recherche. Est-ce qu'il en est de même justement pour les parfums antiques, de reconstitution de parfums antiques, tout en sachant évidemment qu'on est dans l'expérimentation, Jean-Christophe Courtil, et qu'on est tout de même pas très proche de ce que pourraient être justement ces odeurs rassemblées. Il faut déjà trouver les bons produits, bien les mélanger, et au bout du compte, notre nez n'étant pas fait à cette odeur-là, eh bien peut-être il y a incompréhension possible, Jean-Christophe Courtil. Oui, alors c'est un nouveau mouvement dans la recherche actuelle. On essaie effectivement de reproduire, de reconstituer les goûts, les odeurs, les sensations. On appelle ça les sensitive studies. Exactement. Donc c'est un mouvement qui est à la mode. Et donc on a fait ça avec la cuisine, mais c'est plus simple pour la cuisine puisque nous avons des recettes. Donc déjà, bon, l'acte, on va dire, le Loir au miel, on sait comment on peut le faire. Il faut trouver du Loir, il faut vouloir le manger, mais enfin voilà. Disons que c'est possible d'essayer. Pour les parfums, c'est plus compliqué parce que d'une part, on n'a pas de réceptaire antique de recettes de parfums, ça n'existe pas. Même le De Materia Medica de Dioscoride ne présente finalement que des substances aromatiques pour leur vertu thérapeutique. Donc on n'a pas véritablement de recettes de parfums. Ce que les chimistes actuels font, qui sont spécialistes donc d'analyse chimique de restes organiques, donc il y a plusieurs laboratoires en France qui travaillent sur ces sujets-là et qui essaient donc d'analyser la structure chimique des restes organiques qui sont laissés dans la céramique grecque. Dans les tombes, voilà, dans les tombes pharaoniques, oui. etc. On a des aribales, des alabastres, on a un certain nombre de céramiques qu'on trouve dans les tombes, qu'on trouve dans les ruines de temples. Alors il faut que ce soit de la céramique dans laquelle on ait laissé de la substance, qu'on n'ait pas trop nettoyé, parce que si ça a été nettoyé trop vivement, il ne reste plus rien. Donc là où il reste quelques petites choses, on peut trouver des substances, et généralement, systématiquement, on n'arrive pas à ce qu'on pensait. Donc c'est un problème, parce qu'on se rend compte que qu'est-ce qu'on pense et pourquoi n'arrive-t-on pas à ce qu'on pense ? Alors on pense souvent que c'est de l'encens. C'est-à-dire que quand on fouille un temple, on s'attend à trouver de l'encens. Le problème, c'est que l'encens, ça veut dire beaucoup de choses et que parfois, on est surpris de ce qu'on trouve. Donc, Elisabeth de Diné, par exemple, dans son article, essaie de montrer que systématiquement, on a un certain nombre de substances, par exemple le pistachier dont elle parle, qui ne relèvent pas forcément de l'oliban. Alors, on attend à trouver ce que les Grecs appellent du libanos, c'est-à-dire c'est le Boswellia sacra, c'est-à-dire une des espèces du Boswellia, dont il est très souvent question dans les textes, mais en réalité on en trouve assez peu dans les restes organiques et on trouve beaucoup d'autres choses. Térébinthe dont on a entendu parler dans l'extrait, ou du pistachier, enfin beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément de ce à quoi on s'attendrait. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme ce qu'on disait la semaine dernière à propos des viandes consommées dans l'Égypte antique, et on est toujours pris à contre-pied quand on est un chercheur. Merci beaucoup, Jean-Christophe Courtil. Vous restez avec nous. Vous êtes maître de conférences en langue et littérature latine à l'université Jean Jaurès de Toulouse, et vous avez coordonné le dossier du nouveau numéro de la revue Pallas, PA2LAS, donc Goût et odeur dans l'Antiquité, qui paraîtra au mois de juin prochain aux presses universitaires du Midi. Il y a un parfum que j'aime beaucoup qui est le Paris de Saint-Laurent, et c'est ce mélange de rose et je crois justement de violette. J'ai trouvé ça formidable parce que ça me rappelait des parfums d'autrefois, des parfums comme ça très, très sucrés qu'on n'osait plus trop faire parce qu'il y a la mode des parfums verts pendant longtemps, ou des parfums un petit peu boisés comme ça. Et puis alors on a refait ces odeurs-là que je trouve formidables parce que pour moi c'est les odeurs du souvenir. C'est pas, si vous voulez, la rose qu'on va acheter maintenant chez le fleuriste. C'est les vieilles roses de jardin moussues d'autrefois, ou les violettes qu'on allait cueillir comme ça. Il y a des trucs que j'adore, c'est Après l'ondée chez Guerlain, un parfum de 1906, où il y a une odeur d'aubépine fabuleuse. C'est la réunion du côté de Guermantes et du côté de Méséglise. C'est vraiment cette description quand on sent ça.
Et il y a une odeur de sous-bois, de terre réchauffée par le soleil, qui est unique en son genre. Un nouvel extrait de cette nuit magnétique datant de 1987 par Pascal Charpentier sur France Culture, avec entre autres Marilène Delbour-Delphi.